Quand ils ont ils ont trouvé ce vallon, et vous voyez, à l'époque, en fait, dans ce vallon, il y avait un village, à fond de vallon, quoi, avec une église. Et ils ont commencé le déversement, et ils ont dit aux gens, on commence le déversement. Donc, voilà. Comme si on arrivait dans cet amphi, on nous disait, on commence le déversement. Soit tu restes, soit tu cours, mais tu fais quelque chose, quoi. Sans autre, il n'y a eu aucune indemnisation qui a été versée aux personnes. Aucun logement, aucune relocalisation. Donc nous, on a rencontré des gens qui sont restés jusqu'à la fin, quand on était en Roumanie, et ils nous ont dit, on est parti quand la boue, elle était vraiment dans notre cuisine, et que quand on allait faire à manger, on marchait dedans, quoi. L'une des principales, je dirais même, problématiques dans l'industrie minière, qui est la question des parcs à résidus et la gestion de ces résidus. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans la plupart des parcs à résidus, c'est une technique de stockage de résidus miniers qui est extrêmement utilisée. Vous en voyez ici, vous voyez, c'est une boue, ni plus ni moins. La technique, en fait, consiste à mettre en place un ouvrage de retenue. Donc là, en l'occurrence, vous êtes dans un fond de vallon, vous avez vu, il y a les montagnes autour. Donc vous mettez un ouvrage, donc un barrage. Ce barrage, il ne faut pas l'imaginer comme un barrage hydroélectrique. Généralement, on utilise les matériaux, les stériles ou d'autres déchets miniers du site minier pour construire cet ouvrage de retenue. Et ensuite, on déverse derrière les résidus miniers via une conduite PVC classique, comme vous avez dans votre plomberie à la maison, quoi. Un peu plus large, mais pas tant, quoi. Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un ouvrage de retenue ici, et après, on a rempli derrière. Et vous voyez bien que c'est rempli derrière, parce que vous voyez que c'est crénelé tout le long de la topographie. Ça remplit partout, quoi. Quand ils ont commencé le remplissage, donc le site, il a été découvert suite à des campagnes de prospection du service géologique roumain dans les années 60 ou 70. Il a ensuite fait l'objet d'une première exploitation, en époque en 83, sous le régime de Ceausescu, et puis après, il a été repris par une compagnie d'État à partir de 86. Donc la question se pose, où mettons les résidus miniers ? Donc, quand ils ont ils ont trouvé ce vallon, et vous voyez, à l'époque, en fait, dans ce vallon, il y avait un village, à fond de vallon, quoi, avec une église. Et ils ont commencé le déversement, et ils ont dit aux gens, on commence le déversement. Donc, voilà. Comme si on arrivait dans cet amphi, on nous disait, on commence le déversement. Soit tu restes, soit tu cours, mais tu fais quelque chose, quoi. Sans autre, il n'y a eu aucune indemnisation qui a été versée aux personnes. Aucun logement, aucune relocalisation. Donc nous, on a rencontré des gens qui sont restés jusqu'à la fin, quand on était en Roumanie, et ils nous ont dit, on est parti quand la boue, elle était vraiment dans notre cuisine, et que quand on allait faire à manger, on marchait dedans, quoi. Parce qu'on n'avait nulle part ailleurs où aller, en fait. Et donc, du coup, donc pour vous rendre compte, en fait, de ce remplissage, encore une fois, ça c'est une mine moyenne. Là, on est à 170 000, on est à 1,7 km² d'emprise, on est de mémoire, on doit monter au plus à une trentaine, quarantaine de mètres, un peu plus quand même par endroit de profondeur. Donc c'est un beau parc à résidus miniers, mais vous voyez, c'est pas énorme. Pour que vous vous rendiez compte du niveau du remplissage, là vous avez le clocher en 2020. Donc c'est des volumes qui sont très importants. Parce que j'ai qu'une heure et demie d'intervention, je vous fais grâce des problématiques environnementales, contamination des eaux de surface, contamination de la faune et de la flore, stérilisation complète de tout ici, jusqu'à ad vitam aeternam. On a sacrifié l'intégralité de cette zone. Alors, comme on a tendance à considérer, on avait des remarques tout à l'heure d'un collaborateur qui disait en Europe, en général, c'est bien fait. Du coup, ça va de facto à l'encontre des problématiques intrinsèques que j'ai développées précédemment. Le fait est, c'est que non, en fait, vous avez des problématiques intrinsèques qui sont liées à l'industrie minière contre lesquelles on ne pourra pas aller. Et donc, ça veut dire que ces problématiques, elles ne dépendent ni de l'exploitant, ni du pays dans lequel on peut réaliser cette activité. Et donc là, vous avez un site minier qui est au nord du cercle polaire arctique qu'on a visité en 2024, qui est la mine de Kiruna. C'est la mine de fer la plus profonde au monde. Il est assez rare en fait que le fer n'a pas une valeur énorme, et donc il est assez rare que le gisement soit suffisamment riche pour permettre une exploitation en souterrain et non pas une exploitation en ciel ouvert, comme le font massivement par exemple les Australiens. Mais là, là c'est possible. Donc c'est une exploitation en souterrain, et donc vous avez ici donc la zone des déchets miniers, le parc à résidus miniers, donc vue satellitaire, photo de Systexte. Et donc là, tout ça, c'est des déchets, Et là, vous avez du coup la ville de Kiruna.
Et en fait, je vais insister sur ce grand trou que vous ne voyez pas ici, parce que c'est une vue en plan, mais il y a un grand trou là, vous voyez, immense par rapport à la ville. Et du coup, en fait, je voulais vous expliquer aussi les problématiques que peuvent poser les méthodes d'exploitation. La méthode d'exploitation qui est utilisée à Kiruna, c'est ce qu'on appelle des sous-niveaux foudroyés. Donc, c'est un gros mot, mais en fait, c'est très simple à comprendre. Il faut que je pose... Où est-ce que je la pose? Je la pose là. Donc, le gisement, il est presque vertical. Il est quasiment vertical. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un première galerie, si vous voulez, voyez ça comme une galerie. On va foudroyer au niveau de cette... Ça, mon bras, c'est la zone qui est minéralisée. On va le foudroyer, donc en fait, on le dynamite, pouf, ça tombe, on récupère par en dessous, comme ça, et on l'envoie dans un puits qui se trouve de ce côté-là. Si vous dynamitez et que vous prenez par en dessous, comme un silo à grains, on est d'accord, ça tombe. Une fois que tout est tombé et tout est effondré, vous faites des sous-niveaux foudroyés. Vous allez en dessous, vous creusez un nouveau niveau, vous pétez tout, etc., etc. Cette méthode d'exploitation, elle repose sur cet effondrement progressif. C'est comme ça que vous allez exploiter, en fait. Alors, du coup, donc vous avez ce niveau-là, et donc, en fait, in fine, à la fin, l'intégralité de la colonne minéralisée sera extraite de cette façon. Donc, vous aurez un grand trou, et les terrains vont s'effondrer. S'il y a des je sais qu'il y a au moins un hydrogéologue que j'ai rencontré tout à l'heure, et s'il y a des hydrogéologues dans la salle, eh bien, vous savez en fait que détruire complètement sur une colonne qui actuellement fait plus de 1 km de long et qui fait 500 mètres de large et qui fait 15-20 mètres de longueur, enfin 500 mètres de long, 15-20 mètres de longueur, imaginez les perturbations hydrogéologiques induites par le fait que vous avez en fait tout pété, quoi. Donc là, les eaux, elles rentrent, elles sortent, elles font ce qu'elles veulent. Les perturbations hydrogéologiques, j'en avais parlé il y a quelques années. Pour vous donner un autre exemple, en Australie, vous avez la mine d'uranium or de Olympic Dam. Elle se trouve en fait sur la Great Artesian Basin, qui est l'une des nappes les plus profondes et les plus nappes artésiennes. Donc ça... on va dire que ça coule, ça émerge, voilà, je cherchais, ça émerge naturellement, une des nappes les plus profondes de ce type à l'échelle internationale. Et à force de pomper pour la mine, on pense qu'à l'horizon 2055, qui est aujourd'hui la date prévue pour la fin de l'activité de la mine, on aura diminué le niveau de la nappe sur une hauteur de 10 mètres et sur une surface de 4400 km². Mais ça, c'est pas visible. Quand vous êtes en surface en train de faire votre jardin potager, vous vous en rendez compte parce qu'il n'y a plus d'eau à la source, sinon vous ne le voyez pas. Et du coup, cette méthode-là, elle a non seulement pour effet, comme on le disait, de provoquer un effondrement, mais du coup, vous imaginez bien qu'à chaque effondrement, au fur et à mesure que les matériaux s'effondrent, vous avez des phénomènes de contre-coup, je vais essayer de le schématiser comme ça, et vous allez induire des déformations dans l'environnement. Et ces déformations, elles touchent nécessairement tous les bâtis qui sont autour, en particulier la ville. Donc, du coup, la ville de Kiruna est en train de déménager à 3 km. Et donc, vous voyez ici, du coup, la zone qui va être complètement, donc qui est en cours de destruction, pour en refaire une à 3 km. Sachant que le gisement, il va par là, qu'ils ont l'intention de continuer l'exploitation. On a posé la question aux gens qu'on a rencontrés, pourquoi diable vous n'allez pas à 20 bornes, à Yette? Comme ça vous êtes peinards, vous ne redéménagez pas. Parce que là, ils prévoient déjà le futur déménagement, des gens qui viennent de déménager. On a dit, vous avez du pognon, vous. Hein. Et du coup, en fait, ils nous ont... alors, en tous les cas, ils nous ont expliqué autant qu'ils ont pu et on a essayé de comprendre autant qu'on a pu. Mais on n'a pas vraiment compris. Donc on pense vraiment qu'ils vont redéménager bientôt. Et il y a une mine petite sœur qui n'est pas très loin de là, qu'on a visité aussi. Et puis là, il y a certaines personnes qui en sont rendues à leur 3e ou 4e déménagement en 10-15 ans. Quoi. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement perturbant de déménager les gens, parce qu'on s'entend que vous ne déménagez pas que les maisons, quoi. Vous déménagez les lieux de culte, vous déménagez tout, quoi. Donc c'est vraiment... Cette méthode d'exploitation, c'est ce qu'on appelle une méthode d'exploitation en masse aujourd'hui. Donc, c'est des très, très grosses méthodes qui sont relativement peu sélectives. C'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup de masse, mais par contre, elles ont un impact vraiment majeur. Et là, je vous fais grâce de tous les autres impacts. Il y a quelque chose qui nous concerne toutes et tous, quel que soit le pays du monde dans lequel nous nous trouvons, c'est ceux qui ont été exploités et qui ne le sont plus, que certains appellent les anciens sites miniers ou les anciennes mines. On estime qu'il y a plusieurs millions, on ne sait pas exactement combien il y a d'anciens sites miniers dans le monde, parce qu'il n'existe pas de référencement.
des anciens sites miniers dans le monde. Les sites sont le plus souvent abandonnés. Ils ne sont vraiment très rarement réhabilités et ils ne sont jamais remis en état. Et là, je vais citer Beckett et Killing, des Canadiens, qui disent « En réalité, la majorité des travaux de remise en état des sites miniers sont loin d'aboutir à une véritable réhabilitation. Les transformations profondes causées par les activités extractives rendent pratiquement impossible la restauration complète de l'intégrité écologique d'un site. Les perturbations hydrogéologiques, les pollutions des sols, les perturbations hydrologiques aussi, au niveau des cours d'eau, la quantité de métaux qui ont été relargués, les dépôts miniers qui sont en place et qui ont complètement stérilisé la zone, font qu'il est impossible, mais impossible de restaurer un ancien site minier et que la majorité des travaux de réhabilitation que j'ai vus dans mon parcours en tant qu'expert après mine de l'État, c'est principalement du confinement. Parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Vous avez des millions de tonnes de déchets toxiques, vous voulez faire quoi? Vous voulez les déplacer? Vous ne pouvez pas les déplacer. Vous voyez, c'est ce genre de considération. Et je ne vous parle même pas de toutes les eaux qui ont été pompées, qui continuent à émerger. Parce que forcément, pendant que vous exploitiez, vous avez dû pomper de l'eau. Cette eau, elle s'est enrichie au contact des faciès minéralisés traversés par ces eaux. Et du coup, vous avez des eaux contaminées, mais on parle de milliards de litres, quoi, de milliards de litres par an.